D'après l'ONU, près de 10 millions de détenus à travers le monde sont incarcérés dans des conditions dégradantes et abjectes. Certains d'entre eux sont des victimes innocentes, arrêtées sans raison. Violence, torture, privation, manque de nourriture, d'eau, de soins, ces prisonniers sont contraints à des conditions totalement avilissantes, dans des régimes bien souvent en proie à la corruption. Pourtant, les droits des prisonniers sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et de nombreux accords existent pour éviter les abus. Karen Tse a créé le réseau International Bridge of Justice. Elle s'appuie sur les systèmes juridiques existants dans de nombreux pays d'Asie et d'Afrique pour faire en sorte que les prisonniers soient traités avec respect. Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens engagés peut changer le monde. Son réseau, elle le bâtit avec assurance et conviction depuis la fin des années 90, alors qu'elle finissait ses études en droit à l'université Harvard, aux États-Unis. Le monde a énormément changé au cours des 25 dernières années. Maintenant, il y a des systèmes communistes ouverts et des démocraties pleines d'un nouvel espoir et qui progressent. Dans ces démocraties d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, d'Asie, partout, on vit un grand espoir. Et dans tous ces pays, il y a maintenant des lois écrites. C'est très encourageant. Vous avez le droit à un avocat et le droit de ne pas être torturé. Mais il est triste que pour la plupart des gens, surtout pour les plus démunis, ces rêves de démocratie restent à réaliser. L'Inde se targue d'être un État de droit, où la justice est indépendante. Pourtant, ce pays figure toujours parmi ceux où les droits de l'homme, et tout particulièrement les droits des prisonniers, sont bafoués. Dans les quartiers pauvres de Kolkata, les gens se voient trop souvent refuser l'accès au droit et à la justice. Sans argent, ils n'ont pas les moyens d'aller chercher ceux qui pourraient les aider à se défendre, surtout lorsqu'ils sont innocents. C'est ce qu'a vécu Afsana. Qui l'a battue? Vous dites que c'est l'employé qui l'a battue? Tous les membres de la famille. Tous ensemble, ils l'ont battue? Oui. Cette jeune femme, qui travaillait comme domestique dans une famille fortunée, a été accusée de vol. Battue brutalement par les membres de la famille, elle a été livrée à la police sans aucune preuve. Qu'est-il arrivé quand elle est allée au poste de police? La police l'a enfermée au poste pour toute la nuit. On aurait dû la garder dans un refuge, pas au poste de police. On n'a pas respecté la loi qui protège les mineurs. Elle a été détenue pendant plus de 3 mois. Le problème des arrestations abusives et des détentions qui s'éternisent est une plaie pour la démocratie indienne. C'est une porte ouverte vers des atteintes répétées aux droits des prisonniers. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que lorsque la famille a décidé de réclamer justice, c'est-à-dire que quand cet homme a décidé de défendre sa fille battue, la police et la famille l'ont menacé en disant « Nous allons vous tuer, vous et votre famille, et vous ne verrez jamais plus votre fille ». Le fait même de se tenir debout et d'oser dire « Nous allons essayer de trouver un avocat et d'aider notre fille » a conduit à cela. Dans un système de justice corrompu, il est difficile de trouver un bon avocat, surtout si l'on n'a pas d'argent. En s'associant à l'organisation Massoum, qui s'occupe de la défense des droits humains dans le Bengale occidental, Karen Tse démontre qu'il est possible d'apporter un peu de soutien et une aide efficace aux victimes impuissantes, à l'image du jeune Ranjan. Immédiatement après son arrestation, il a été placé en détention. Il a subi des violences et on l'a blâmé de la situation. Il y a eu de fausses allégations, des accusations. Il a été menacé dans toutes les langues. Ils ont utilisé de l'acide pour le torturer? Oui, oui. Dans son anus. Dans son anus. L'une des raisons pour lesquelles les lois ne sont pas appliquées, c'est que la torture est la moins coûteuse des méthodes d'enquête. C'est une simple question de ressources. Pour un pays où la torture est le principal outil d'enquête, c'est moins cher d'utiliser la torture que de bâtir un système juridique où il y a un tribunal, une défense et des témoins. Tout cela coûte cher. Y avait-il une aide juridique ou un avocat? Il était très difficile d'obtenir de l'aide juridique au moment de son arrestation.
Mais durant son incarcération, la police a obtenu ses aveux. Il a dû signer des papiers en blanc à la demande de la police pour sauver sa vie. S'il avait eu rapidement accès à un avocat, si Abhijit était arrivé quelques jours plus tôt, cela ne serait probablement jamais arrivé. Alors nous y voyons une énorme lacune. Nous voulons nous assurer de ne pas arriver 3 ou 7 jours en retard et d'être plutôt en mesure de fournir l'accès rapide à un avocat pour que des cas comme celui-ci, qui se produisent chaque jour, chaque heure, ne fassent plus partie du système indien. En fait, dans notre pays, ceux qui sont victimes de torture proviennent principalement des segments les plus pauvres de la société et des communautés sous-développées. Lorsqu'ils ont été torturés par la police ou par l'État, ils n'ont pas facilement accès à un hôpital. L'hôpital Sramajibi, à Bellure, traite les victimes de torture. On y retrouve de nombreuses personnes qui ont été abusées par des policiers, victimes de poursuites infondées et autres injustices. Même s'ils sont admis à l'hôpital, nous ne pouvons pas prouver qu'ils ont été torturés aux mains de la police ou de l'État parce qu'ils ont peur de donner des preuves médicales de torture. Dans ces hôpitaux, nous pouvons déclarer qu'ils ont été torturés par la police lors de l'admission. Ils peuvent alors recevoir des soins médicaux, mais il ne peut pas y avoir de preuves médicales de torture, comme « Qui a torturé cet homme? Cet officier de police ?» Nous ne pouvons pas l'enregistrer. Il faut que ça change. En Inde, entre 2002 et 2008, 7500 personnes seraient mortes en détention provisoire, soit 4 par jour. La plupart des détenus auraient succombé à des sévices corporels. Je ne sais pas pourquoi nous, êtres humains, torturons d'autres êtres humains et leur infligeons tant de mal et de souffrance. Mais je sais que nous devons réagir si nous voulons arrêter ça. Et si nous voulons créer un monde meilleur. Je me souviens de Thich Nhat Hanh, un moine bouddhiste vietnamien, à qui on avait demandé « Que pouvons-nous faire pour sauver ce monde ?» Il parlait devant une grande foule. Et tout le monde pensait « Oh, il va dire quelque chose de prévisible, très profond. » Il y pensa pour un long moment et il dit « Tout ce que nous devons faire pour sauver le monde est de prendre le temps d'écouter les cris du monde. » Nous cherchons à institutionnaliser les normes internationales de la défense. Parce que nous nous sommes rendus compte que quand les citoyens ont rapidement accès à un avocat, leurs droits sont protégés. Les risques de torture sont considérablement réduits. Et vous ne serez pas coincé ou encore oublié en prison pendant des années, de façon injuste et sans raison, si vous avez un avocat efficace. Ce sont des avocats de la défense. C'est comme un cabinet d'avocats. Et ici, ce sont leurs bureaux. Les gens arrivent à voir des avocats dans une proportion de peut-être 30%. Les autres 70% n'ont jamais cette chance, malheureusement. Ils croupissent en prison. Ils n'ont pas les moyens d'être représentés par un avocat pour pouvoir sortir et se défendre devant la cour. Rendre la justice accessible à tous, c'est le défi que s'est donné Karen Tse. Un défi difficile, surtout quand il n'y a aucune collaboration entre le milieu carcéral et le système judiciaire. Malgré qu'il existe des lois en Inde et aussi une volonté politique, le fait est qu'il y a beaucoup d'activisme traditionnel. Les juges de la Cour suprême et de la Haute Cour, tout comme les policiers, nous ont dit que si nous travaillons de concert pour créer une structure, nous pourrons offrir cet accès rapide à un avocat. Plutôt que de simplement dénoncer le dysfonctionnement des États,
Karen les pousse à collaborer avec elle. Elle soutient les gouvernements dans leurs efforts de mise en application de leurs propres lois nationales compatibles aux droits de l'homme. Nous sommes dans l'immeuble des écrivains. C'est le bureau central du gouvernement de l'État du Bengale occidental. Nous allons rencontrer M. Bishwanath Chaudhuri, ministre des prisons. Nous sommes ravis de cette rencontre avec le ministre des prisons, parce qu'à cette étape de notre développement, nous souhaitons obtenir les autorisations qui nous permettront d'y entrer de façon systématique. Nous savons qu'en moyenne, notre population carcérale se compose d'environ 70% d'enfants. En effet. Nous savons également que ceux-ci n'obtiennent pas le type d'aide juridique qu'ils sont censés obtenir. Oui. En particulier ceux qui n'ont pas d'argent pour engager des avocats. C'est pourquoi nous avons mis sur pied des centres d'aide juridique dans tous les centres correctionnels du Bengale occidental. Et pourquoi nous avons pris des mesures très concrètes. Toutefois, je dois convenir que la situation demeure insatisfaisante. Il faut améliorer des choses. En aidant les gouvernements à reconnaître leurs propres lacunes, Karen a développé un système où les avocats de l'International Bridge of Justice peuvent être convoqués rapidement après les arrestations, avant que les détenus n'aient à subir quelque forme de violence. Nous ne voulons pas apprendre après coup qu'il y a eu torture, pour ensuite nous en plaindre ou protester auprès des gouvernements. Ce que nous voulons, c'est pouvoir construire quelque chose dans la structure même du système juridique, pour que l'accès rapide à un avocat soit garanti par la loi, et ainsi aider les gouvernements à transformer ce rêve en réalité. Au Cambodge, les Khmers rouges ont tenu les rênes du pouvoir entre 1975 et 1979. Au cours de cette période noire, la dictature dirigée par Pol Pot torture et exécute près de 2 millions de Cambodgiens, soit 20% de la population. 30 ans après la fin de la dictature, policiers et gardiens de prison utilisent toujours la torture comme méthode d'enquête. C'est dans ce contexte que Karen a décidé de visiter les prisons du pays. Elle y fait alors une rencontre déterminante. Il y a plusieurs années, je suis entrée dans une prison cambodgienne et j'ai rencontré un garçon de 12 ans qui avait été torturé et privé d'accès à un avocat. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que malgré les centaines de lettres que mes collègues et moi avions écrites pour la défense de prisonniers politiques importants, nous n'aurions jamais écrit une lettre pour ce garçon. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas un prisonnier politique important qui avait fait quelque chose pour quelqu'un. Ce n'était qu'un garçon de 12 ans qui avait volé un vélo. L'ironie de la chose est que, bien que le gouvernement cambodgien ou d'autres gouvernements hésitent à nous permettre d'intercéder pour des prisonniers politiques, ils nous disent « Vous voulez aider ce garçon de 12 ans ? Eh bien, allez-y ». Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui clochait, que nous consacrions 95% de nos efforts à 5% de prisonniers politiques pour qui nous pouvions peut-être faire quelque chose, alors que 95% de la population qui se faisait torturer se composait en fait de citoyens ordinaires. Et le gouvernement nous ouvrait tout grand la porte en disant « Vous pouvez venir les aider ». Ouk Vandet est un des associés de International Bridge of Justice au Cambodge. Avant de défendre les droits des prisonniers, il faisait partie de l'armée et il a aussi travaillé comme policier. Dans les années 80, j'occupais de hautes fonctions dans la police, mais j'étais toujours sur le terrain avec mes collègues. Chaque fois qu'on arrêtait quelqu'un, on se débrouillait pour lui faire avouer sa culpabilité. Pour cela, on utilisait la torture, l'escroquerie. On savait être persuasif. On ne faisait que reprendre les mêmes techniques qu'on nous avait enseignées. Quand j'y pense, c'était vraiment une sale période.
Je crois qu'on a parfois cette perception qu'il y a des bons et des méchants. Nous devons effacer cette perception. Parce que si nous persistons dans l'idée qu'il y a des bons et des méchants, c'est presque une excuse pour ne pas agir de façon responsable et pour ne pas mettre les ressources et l'énergie nécessaires afin de faire changer les choses. Depuis que l'organisation IBG s'est installée au Cambodge, nous avons essayé de faire changer les mentalités, particulièrement dans l'univers carcéral. Nous voulons transformer les habitudes des policiers, leur faire comprendre que les détenus ont des droits, comme les autres citoyens. Apparemment, ça marche, puisqu'on observe une nette amélioration dans les pratiques policières. Je suis vraiment ravie par le fait qu'il y a à peine 15 ans, il n'y avait pas de système d'aide juridique et qu'au cours des 2 dernières années, nous avons réussi à ouvrir 3 nouveaux centres d'aide juridique dans les provinces mal desservies. Et ces provinces ne desservent pas seulement leurs propres aides juridiques, mais aussi celles des régions environnantes. Est-ce que vous avez commis ce dont on vous accuse? Non, maître. Bon, d'accord. Il y a toujours un manque dans les provinces qui n'offrent pas d'aide juridique. C'est très difficile et tous les jours des gens sont torturés. Mais on voit une différence marquée dans la zone où il y a de l'aide juridique. Ce n'est pas parfait, mais les choses ont vraiment progressé. Il a fallu moins de 10 ans pour que Karen-C réussisse à éveiller les gouvernements indiens et cambodgiens pour qu'ils améliorent leur système juridique. Son travail tend à éradiquer la torture et à protéger l'application des droits pour les prisonniers. Aucune frontière ne stoppe son influence. Le réseau des avocats de l'International Bridge of Justice a mis en place des programmes similaires au Rwanda, au Burundi, au Zimbabwe, au Vietnam et même en Chine. Oui, en fait, nous invitons tous les citoyens du monde à se manifester et à faire partie du changement. Parce qu'avant tout, il s'agit de faire une nouvelle prise de conscience, de s'engager et d'avoir la conviction que c'est possible. Si tout le monde se lève et apporte sa petite contribution au projet, là, nous pourrons vraiment aller de l'avant.